Bienvenue sur Géopolitis. On en trouve partout, dans nos écrans plats de TV, dans nos téléphones portables, dans les pots catalyseurs de nos voitures, dans les éoliennes de nos campagnes et même dans nos billets de banque. Ce sont des minerais stratégiques, il y en a 17 et on les appelle des terres rares. Tous les pays en ont un besoin crucial. Problème, c'est la Chine qui extrait et produit entre 95 et 97% de ces terres rares. Autrement dit, l'empire du milieu en la matière est le maître du monde. Prenons un exemple. Vous construisez une voiture hybride. Dans une telle voiture, il y a en gros 15 kilos de minerais dits de terres rares. Si la Chine devait stopper sa production, ce sont des pans entiers des industries mondiales qui devraient s'arrêter. Inutile de vous dire que c'est la guerre entre la Chine et les autres pays du monde, avec à la clé une attaque en règle devant les instances de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Géopolitis décrypte les conséquences géopolitiques de cette dominance chinoise qui confine au monopole. C'est Deng Xiaoping, le fondateur de la puissance économique de la Chine, qui l'affirmait. Les terres rares, disait-il, sont à la Chine ce que le pétrole est au Moyen-Orient. En réalité, elles ne sont pas si rares que cela, ces terres rares. À peu près tous les continents en sont dotés. Les États-Unis auraient 10% des réserves mondiales, la Russie 15%, l'Australie 5%, mais le tout, ce n'est pas d'en posséder dans son sous-sol, c'est de les extraire, ces minerais, de les séparer, de les traiter. Et cela, c'est une tâche gigantesque. La Chine sait le faire au prix, il faut le savoir, d'une pollution écologique effrayante. Revenons à ces terres rares, lesquelles ont des noms que vous n'avez certainement jamais entendus ou en tout cas retenus. Le gadolinium, l'elbium, l'herbium, le lutécium, des substances malléables, ductiles, qui ont des propriétés électromagnétiques absolument indispensables à l'ensemble de l'industrie high-tech. Cela, les Chinois le savent, qui jouent sur le présent et l'avenir. Un professeur de l'EPFL à Lausanne détaillait récemment les visions géopolitiques de Pékin en la matière. La Chine a pris conscience de l'importance des terres rares et notamment aussi du point de vue militaire. Les stratèges militaires russes et chinois ont réalisé que la suprématie américaine venait de l'utilisation de certains composés contenant des terres rares. 30 000 tonnes, c'est la limite des quotas d'exportation de terres rares fixés par la Chine pour 2012. En gros, le même volume de production que l'année précédente, alors que la demande venant de l'étranger a plus que doublé. D'où l'actuel litige porté devant l'OMC par les États-Unis, l'Europe et le Japon qui accusent la Chine de réduire et de fausser le marché mondial. Un groupe de médiation spécial a été nommé au mois de juin. Tout va se jouer dans les mois qui viennent. Les terres rares sont devenues un enjeu interétatique, donc une arme politique. Voici à quoi ressemble à l'état brut du terbium, du dysprosium, du néodymium et du thylium, quelques-uns de ces 17 minerais appelés terres rares. Il y a même de l'europium, ça n'a rien à voir ni avec l'Europe ni avec de l'opium. En fait, ces terres rares étaient déjà connues dès le XVIIIe siècle. Au départ, ces éléments étaient réservés à des technologies dites de pointe, mais de nos jours, on les trouve dans tous les objets de la vie moderne, les portables, les écrans plats, les disques durs d'ordinateur, les frigos, mais aussi les ampoules basse consommation, les éoliennes ou les voitures hybrides, sans oublier les fibres optiques, le matériel d'imagerie médicale, les lasers ou encore les radars. Ces minerais ont à peu près tous un aspect légèrement argenté. Le plus dur, une fois qu'on les a extraits, c'est de les traiter et notamment de les séparer. Il résulte de ce traitement des rejets massifs de déchets toxiques, voire radioactifs, des pollutions gravissimes, notamment dans les nappes phréatiques, des terres arables polluées pour des décennies, sans compter les conditions de travail extrêmement dangereuses pour des milliers d'ouvriers qui ne bénéficient d'aucune protection ni médicale, ni sociale. En somme, les Chinois font le sale boulot à des coûts défiant toute concurrence. La Chine ne possède en fait que la moitié des réserves de terres rares. Il lui est donc aisé de faire valoir aux autres pays qu'elle ne devrait pas, à elle seule, continuer à fournir l'ensemble du monde. En réalité, la Chine a largement joué sur les avantages que lui procure ce quasi-monopole. Elle fixe des quotas de production qu'elle met du reste et sans hésiter sur le compte de la préservation de la nature. Mais si elle agit ainsi, c'est aussi et surtout d'une part
pour préserver ses propres ressources, aucune ressource n'étant inépuisable à long terme, et d'autre part, c'est pour préserver ses propres avancées scientifiques et technologiques face à d'autres pays comme les États-Unis. La longueur des procédures entamées par ses concurrents va toutefois laisser à la Chine le temps de concrétiser ses visées économiques, à savoir la création d'entreprises mondiales avec des entreprises chinoises qui pourront encore et toujours bénéficier de tarifs préférentiels. Un téléphone portable contient jusqu'à 43 éléments chimiques, dont lithium, l'une de ces terres rares. Prenons un exemple. Rien qu'en Suisse, pays de 8 millions d'habitants, on compte 8 millions de téléphones portables usagés ou inutilisés qui dorment dans des tiroirs. Ces reliques, si elles étaient recyclées, représenteraient 340 kilos d'or, 4 kilos de platine et 350 kilos d'argent, sans compter des quantités importantes de terres rares, justement. D'où l'importance de la mise en place au niveau mondial d'une réelle et vaste politique de recyclage. Dans un premier temps, on éviterait les dégâts industriels liés à l'extraction et à la production. Ensuite, on serait mieux à même de maîtriser les prix et enfin, on repousserait le possible épuisement de ces métaux dans la nature. En somme, et c'est le bon côté d'une situation déséquilibrée, plus le marché chinois sera difficile d'accès, plus la priorité sera mise enfin sur une politique de recyclage astucieuse et rentable. L'invité de Géopolitis, Gilles Carbonnier, professeur d'économie du développement à l'IHEID, l'Institut des hautes études internationales et du développement, ici à Genève. On a l'impression qu'on est rentré dans une nouvelle ère en ce qui concerne ces minerais, une ère de rareté, et puis on n'a rien vu venir en fait. C'est ce qui est fascinant avec l'irruption sur la scène médiatique, sur la scène diplomatique des terres rares, c'est que c'est un symptôme, effectivement, d'une nouvelle ère, d'un nouveau monde, de rareté relative de matières premières. On n'avait pas vu ça durant les 20 dernières années, où les cours avaient tendance à diminuer de 1980 à 2000. On est entré dans un autre monde. Parce qu'il y avait abondance aussi. Parce qu'il y avait abondance relative. Même le pétrole. Et la demande était moindre. Voilà. Et ce qui a vraiment changé en 2000-2002, c'est l'explosion de la demande, notamment issue de la demande chinoise, de la demande indienne et d'autres pays émergents. Alors, on ne peut plus s'en passer, on l'a vu dans le reportage, on ne peut plus s'en passer de ces terres rares. Cela dit, expliquez-nous pourquoi les Chinois jouent ce jeu en disant, voilà, maintenant, c'est nous qui faisons, donc nous faisons aussi les prix. Quel jeu géopolitique jouent-ils ? Alors, les Chinois sont devenus les principaux producteurs des terres rares parce que les autres puissances, y compris les États-Unis, ont arrêté de les produire, étant donné que les Chinois les produisaient à bas prix, dans des conditions sociales et environnementales tout à fait discutables d'ailleurs. Et les Chinois se sont rendus compte, bien sûr, que deux éléments. Le premier, c'est qu'ils peuvent jouer des terres rares comme munitions de négociation pour menacer, par exemple, les Japonais dans un différend sur des questions de terres ou de zones maritimes. Et puis, de l'autre côté, les Chinois, qui sont aussi de grands consommateurs de terres rares, se sont rendus compte qu'ils sont en train d'épuiser petit à petit leurs propres réserves et qu'ils souhaitaient, au fond, conserver leurs réserves et faire porter une partie du fardeau de la production de terres rares à d'autres pays qui avaient cessé d'en produire. Alors, est-il vrai que la Chine garde aussi certaines de ces terres rares par devers elle parce que ça peut lui assurer une avance technologique ? Oui, c'est vrai, enfin une avance concurrentielle parce que avec les restrictions à l'exportation, que ce soit des droits de douane à l'exportation ou des restrictions quantitatives, des quotas, la Chine arrive à avoir des prix domestiques, sur le marché domestique, qui sont inférieurs aux prix mondiaux. Et donc, les producteurs... Avantage pour ses propres entreprises. Avantage pour ses propres entreprises dans un certain nombre de nouvelles technologies et de secteurs tout à fait stratégiques. Expliquez-nous pourquoi on est passé de ce protectionnisme de l'importation à ce protectionnisme de l'exportation. Parce que c'est ce qui nous arrive en ce moment. Vous avez raison, c'est un des changements majeurs les plus importants et les plus intéressants. C'est que l'Organisation mondiale du commerce, et avant le GATT, avait été conçue pour lutter contre le protectionnisme à l'importation. C'est-à-dire que les exportateurs souhaitaient exporter et les importateurs avaient tendance à protéger certains secteurs. Protéger leur marché. Leur marché. Aujourd'hui, que voit-on ? Avec la crise financière, on avait eu aussi une crise alimentaire.
Et on avait vu l'Inde et d'autres pays prendre des mesures de restriction à l'exportation du riz et d'autres matières premières agricoles. Mais depuis 2006, la Chine a pris un certain nombre de mesures de restriction à l'exportation de minerais et de terres rares, précisément pour différentes raisons, mais notamment conserver une partie de ces ressources pour l'industrie domestique et bénéficier de meilleurs prix pour les producteurs nationaux. Ah, on peut critiquer la Chine, mais si on était dans son cas de figure, on ferait la même chose. Je parle des grands pays. Si on avait ces minerais-là chez nous, on les garderait ou on en garderait une bonne partie pour nous et on ferait les prix aussi. Tout à fait, on peut très bien comprendre la position chinoise qui, d'un point de vue géostratégique, et il est fort à parier effectivement que si l'Europe était le principal producteur, mais voyait ses réserves diminuer et l'Europe pourrait prendre des mesures semblables. Mais la Chine a un discours un peu plus subtil parce que la Chine dit mais c'est aussi pour des raisons environnementales que nous souhaitons assainir la production extrêmement polluante de ces terres rares et donc prendre des mesures de protection de l'environnement et de sauvegarde de ressources non renouvelables. Alors vous qui êtes un spécialiste justement de l'économie du développement, on se rend compte quand même on est soumis à des choses qui nous échappent quand même. Oui, ça nous échappe parce que ce que l'on voit avec l'épisode des terres rares, c'est qu'on a on entre dans un monde de rareté relative de matières premières et il peut y avoir des crises sur certains goulots d'étranglement qui sont très difficiles à prévoir des années en avance. Alors les terres rares, par exemple, un rapport européen d'experts en 2010 avait conclu que c'était vraiment les minerais les plus stratégiques sur lesquels il fallait avoir une attention toute particulière. Les fameux 17 éléments, mais avec des changements de technologie, des avancées technologiques, on peut avoir dans une année, dans 2 ans, d'autres minerais, d'autres matières premières qui deviennent à leur tour tout à fait stratégiques alors qu'on n'avait pas anticipé une rareté liée à une explosion de la demande assez soudaine. Je reviens à ce que vous disiez au début de cet entretien, ça devient finalement une arme de négociation, en tout cas une munition pour négocier. Celui qui est en position de force, c'est celui qui a ses minerais, maintenant. Alors oui. Parce qu'il peut tout négocier en échange de ça. Alors, il peut tout négocier, mais on a quand même, au niveau de la gouvernance mondiale, l'OMC, avec certaines règles. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ces règles ne s'appliquaient pas forcément d'abord de manière prioritaire aux restrictions à l'exportation, mais cette année, l'OMC, l'organe d'appel de l'OMC a confirmé la condamnation de la Chine sur des restrictions à l'exportation d'autres minerais, le bauxite, le zinc. Et donc maintenant, on a un nouveau panel qui s'occupe de ce différend sur les terres rares. Il y a fort à parier que la jurisprudence que nous avons vue cette année va s'appliquer de nouveau ou va inspirer les panélistes qui vont devoir trancher sur ce nouveau différend entre la Chine et puis d'autre part les États-Unis et l'Europe. Et là, il faudra voir si la Chine se plie et dans quelle mesure aux décisions qui vont être prises par le système de règlement des différends de l'OMC. Merci Gilles Carbonnier de nous avoir éclairé sur ces terres rares. Je rappelle que vous êtes professeur de l'économie du développement à l'Institut des hautes études internationales et du développement à Genève. Merci. On est d'accord, cette appellation de terres rares est inappropriée, voire incongrue, puisqu'il ne s'agit pas de terres, mais de métaux, et que ceux-ci ne sont pas si rares que cela. Peu importe. Ce qui compte, c'est ce nouveau type de dépendance forcée, on pourrait même dire forcenée, à l'égard de quelques minerais dont nous ignorions jusqu'à l'existence. Dépendance vis-à-vis du minerai, dépendance vis-à-vis de l'organisme ou de l'entreprise qui l'extrait, le traite et le façonne, dépendance vis-à-vis du pays qui s'est assuré un quasi-monopole en la matière, dépendance in fine vis-à-vis de ces objets fabriqués, entre autres composants, par ces terres rares, des objets devenus, du moins le croit-on, indispensables, comme nos ordinateurs, nos téléphones ou nos voitures. Dépendance aussi vis-à-vis d'instances telles que l'Organisation mondiale du commerce qui, dans ce marché très contesté, devra départager les uns et les autres. Dépendance enfin vis-à-vis des experts, des inventeurs et autres découvreurs qui d'ores et déjà tentent de trouver des substituts à ces terres rares. Mais le plus fort, c'est que lorsque ces produits de substitution auront été mis au point, nous en deviendrons tout aussi dépendants. Et sur la page web de Géopolitis, préparée par David Nicole, notre invité répond à vos questions, des vidéos pour illustrer les défis écologiques et industriels liés à la production et à l'utilisation de ces terres rares, une infographie sur le monopole chinois en la matière, les sites internet et blogs spécialisés sur ce thème, notamment l'OMC et les débats sur ces terres rares,
les possibilités de podcaster cette émission et vous êtes toujours les bienvenus sur Géopolitis.